Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire. Je suis Valérie Gibou de l'équipe marketing Systentia. Et côté Systentia, je suis accompagnée ce matin de Francis Milot, qui est technologie évangéliste. Et nous sommes très heureux d'animer ce webinaire avec notre partenaire ITNU, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons sur de nombreux projets de mise en œuvre de bastions pour sécuriser les accès à privilèges. Côté ITNU, nous sommes accompagnés ce matin de François Deronne, qui est président fondateur de l'ITNU, mais également de Stéphane Rhodes, qui est directeur de projet, et Bruno Rivière, qui est lui responsable support. Donc, pendant les 30 à 45 minutes qui viennent, nous allons évoquer avec vous les bonnes pratiques pour sécuriser vos accès à privilèges en déployant une solution de bastion. Donc, pendant le temps de la présentation, vos micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, voilà, tout au long des présentations, et nous y répondrons à l'issue de ces présentations. Écoutez, pour commencer, je vais laisser la parole à François Deronne. Bonjour à tous. Voilà, donc on m'a déjà présenté. Juste en quelques mots, je vais présenter la structure et après je laisserai la main à Francis. Donc ITNU, c'est une société dans le conseil informatique. On existe maintenant depuis 15 ans. On est partenaire Systentia depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, une partie importante de notre métier, c'est la sécurisation des infrastructures cloud et on-prem avec notre service projet et Stéphane, qui était présenté préalablement, et une équipe support MCO dirigée par Bruno. Je ne vais pas détailler spécifiquement l'ensemble de nos services. Je vous propose plutôt de vous envoyer dans notre chat l'URL de notre site où on a mis nos offres et nos domaines d'expertise. Et on reste à votre disposition, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans la sécurisation des infrastructures, qu'elles soient cloud ou on-premise, on propose différents produits et services pour y parvenir. Le bastion en fait partie. Pourquoi le bastion ? Pour une raison très simple. En fait, le bastion aujourd'hui, il permet de maîtriser et de sécuriser les accès externes et internes au SI. Donc, c'est vraiment une clé de voûte pour nous indispensable. Et dans ce cadre-là, je vais laisser Francis évoquer les avantages de la solution Cyber Element, le bastion de Systentia. J'avais mon micro de coupé. Parfait, mais merci François. Je vais tout de suite entamer la présentation. Donc, pour introduire le sujet, un petit mot sur une analyse du Gartner qui dit que d'ici 2026, donc c'est demain, les organisations qui appliquent le principe du moindre privilège aux usages liés à la gestion des accès privilégiés à distance, alors qu'on identifie sous l'acronyme RPAM ou Remote PAM, réduiront de plus de moitié leur exposition au risque cyber. Donc c'est très important. J'utiliserai beaucoup cette terminologie Remote PAM tout au long de cette présentation parce qu'elle est nativement intégrée dans notre solution de PAM, dans notre solution de bastion. Alors on sait qu'aujourd'hui, nombre d'organisations font appel à des populations externes pour effectuer des tâches sensibles qui impliquent des interventions à distance avec des droits privilégiés, des fournisseurs tiers, des partenaires, des sous-traitants, des techniciens en astreinte ou encore d'autres. Et donc, par rapport à ça, le Gartner dit que les responsables de la sécurité et de la gestion des risques, qui sont principalement chargés de la gestion des identités des accès, eh bien, devraient déployer pour ces populations des outils Remote PAM pour fournir un accès privilégié à distance et réduire l'exposition aux différentes attaques. Alors, on va parler ici de 3 cas d'usage où le principe du moindre privilège, alors appliqué à la gestion des accès privilégiés à distance, donc au Remote PAM, est quasi indispensable.
Le cas d'usage numéro 1, ce sont les administrateurs internes qui se connectent à distance. Alors, la solution permet bien entendu la sécurisation des connexions à distance, mais également en interne dans l'entreprise, bien entendu. Donc on sait qu'avec l'essor du télétravail, les administrateurs internes peuvent accéder à l'infrastructure de leur organisation à distance, que ce soit en télétravail, en astreinte, peu importe. Et pour ça, ils utilisent, pour une grande majorité d'entre eux, des solutions VPN qui peuvent aujourd'hui présenter des failles de sécurité. Alors déjà, ils ne fournissent pas une gestion des risques suffisante pour en tout cas pour les ressources qui sont exposées sur Internet. Ils sont plutôt difficiles à gérer en termes d'intégration, de mise à jour, voire quasi impossibles à installer sur des postes non maîtrisés par la DSI, surtout quand on est dans des contextes externes. En plus, on n'a pas de granularité avancée avec ces solutions. Mais bon, aujourd'hui, vu que les postes des administrateurs sont bien souvent connus de leur organisation, c'est pas ce qui est le plus important. Là où ça va être le plus gênant, c'est qu'ils adoptent une approche tout ou rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils adoptent une approche qui donne un accès très large et complet et en continu au réseau de leur organisation. Ils ne respectent pas la sécurité d'un accès qu'on appelle just-in-time, j'y reviendrai. Donc en fin de compte, le VPN ouvre une connexion continue entre l'appareil, c'est-à-dire le poste de l'utilisateur, et le système critique. Les outils AirPAM, quant à eux, bien, s'appuient sur un modèle Zero Trust, qu'on appelle ZTNA, Zero Trust Network Access, qui propose une approche beaucoup plus sûre. L'authentification de l'utilisateur est renforcée, son contexte de connexion est vérifié, il se connecte à un portail web qui lui donne, fonction de qui il est, un accès granulaire et sécurisé aux seules applications, aux seules ressources dont il a droit. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir recours à un VPN, et ça, je vais revenir dans la présentation. Le deuxième cas d'usage, c'est les prestataires IT externes. Les cas d'utilisation de l'accès distant, enfin en tout cas à distance pour ces populations, nécessitent une combinaison de ce qu'on appelle du PASM et du AirPAM. Le PASM, c'est la gestion des accès et des sessions privilégiées, qui fournit des capacités de découverte de comptes, d'archivage, de rotation, de gestion de sessions et d'enregistrement, pour faciliter l'accès d'un utilisateur, qu'il soit à distance ou à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Et puis le AirPAM, lui, va permettre la sécurisation, en tout cas la notion de Zero Trust, pour les connexions des utilisateurs externes et l'accès privilégié à distance des comptes autorisés. Le cas d'usage numéro 3, ce sont pour les utilisateurs du service de maintenance et support OT. Quand on parle d'OT, on parle d'environnement industriel, et on sait que les environnements industriels sont de plus en plus complétés par des environnements informatiques, donc IT, et on assiste à la fois un développement de l'écosystème industriel qui comprend les fabricants, les fournisseurs de services et autres, et on assiste aussi à la génération du travail à distance, quoi qu'on en dise, et puis à l'utilisation des ressources dans le cloud pour l'analyse des données industrielles, par exemple. Donc cette évolution a créé un nouveau défi pour le secteur industriel, c'est l'accès à distance à l'environnement OT, à l'environnement industriel. Et dans ce cas, les outils AirPAM doivent permettre une séparation complète entre les systèmes IT, qui sont l'informatique classique, et les systèmes OT, donc l'informatique industrielle. Donc c'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des solutions Remote PAM qui apportent une somme de bénéfices non négligeables, qui permettent aux différentes organisations d'étendre de manière transparente la sécurité et la gouvernance aux utilisateurs privilégiés,
d'adopter une approche sans VPN pour atténuer en tout cas les risques liés à la sécurité de l'accès à distance, d'activer un accès juste à temps, donc just in time. Il est limité dans le temps, cet accès est spécifique à une session pour les utilisateurs à privilège. Et puis, il permet également d'appliquer les principes du moindre privilège grâce à des approches de croisement de sessions. Ça permet de bloquer, par exemple, les mouvements latéraux sur le système d'information et de réduire les risques liés aux terminaux infectés par des logiciels malveillants. Et tout ça en aidant les entreprises ou les organisations à respecter les obligations de conformité en matière de contrôle d'accès. Au niveau... alors ce tableau, j'ai zappé une slide, je crois. Alors au niveau des informations à prendre en compte dans une solution AirPAM, c'est déjà l'identité de la personne. Les outils AirPAM jouent un rôle important dans la gestion du cycle de vie des identités des personnes, notamment pour les opérateurs en ligne, pour les mainteneurs qui vont et viennent. Il y a beaucoup d'entre eux sont externalisés. Pour les fabricants d'équipements, les OEM, qui interviennent à distance pour la maintenance et la mise à jour de leur équipement, par exemple, et pour les employés ou fournisseurs de services qu'on appelle MSP, MSSP, qui effectuent une surveillance et les tâches d'administration à distance. On a ensuite, il est ensuite lié à l'identité de l'actif. Là aussi, les outils AirPAM peuvent soit gérer le cycle de vie des identités, des actifs, soit interopérer avec d'autres outils qu'ils font. Par exemple, dans le domaine industriel, les types d'actifs peuvent être des capacités d'interface homme-machine, ce qu'on appelle les IHM, des contrôleurs logiques programmables, des PLC, des SCADA, des dispositifs IoT, des bras robotisés, etc. Et puis il y a aussi l'identité du process. Il s'agit de systèmes conçus pour faire des choses spécifiques. Et dans ces contextes, la connaissance contextuelle du comportement qui est attendue, elle est essentielle. Donc, le cycle de vie de ces processus peut être géré lui aussi par un outil AirPAM ou par des outils spécialisés. Et puis pour terminer, il est important de savoir comment l'accès est défini. Certains systèmes anciens ne disposent pas de capacité d'authentification. D'autres systèmes ne devraient parler qu'entre eux, mais ils sont souvent connectés par des opérationnels, sans aucune contribution, en tout cas de la part de la sécurité. Là aussi, les outils AirPAM peuvent gérer les informations d'identification et fournir un accès aux personnes, aux processus ou encore aux différents objets. Ce tableau met en évidence les principales fonctionnalités offertes par une solution Zero Trust Remote PAM versus d'autres alternatives, des solutions de type VPN, de support à distance, d'accès à la demande ou encore de solutions de PAM classiques, et ce, pour tout ce qui concerne la gestion des identités, l'authentification forte et unique, on parle de multifacteurs, de MFA et de SSO, la gestion des politiques d'accès, les audits et enregistrements de sessions, le renfort des politiques Zero Trust et puis les accès distants. Donc on voit dans la colonne tout à droite du tableau qu'une solution AirPAM Zero Trust intègre l'ensemble de ces fonctionnalités. C'est la plus complète par rapport aux autres solutions et c'est donc logiquement la plus pertinente pour sécuriser les accès privilégiés à distance. Et c'est en utilisant des solutions d'accès basées sur un modèle Zero Trust qu'on réussit à résoudre l'équation accès-sécurité. On voit ici un tableau comparatif
entre des solutions VPN versus des solutions ZTNA. Au niveau du périmètre, bah, le VPN donne accès au réseau de l'organisation, le ZTNA donne accès au contexte de l'utilisateur. C'est beaucoup plus élargi, on va au-delà de la sécurité périmétrique. Au niveau de l'accès, un VPN donne un accès au réseau, là où le ZTNA donne un accès à l'application. Côté poste de l'utilisateur final, un VPN nécessite l'installation d'un agent, d'un client, alors que le ZTNA, en tout cas avec le ZTNA, il est possible d'avoir un accès sans client. Pareil au niveau de la granularité du contexte d'accès, de la vérification du contexte d'accès. Pour le VPN, on va s'appuyer sur les postes, les terminaux qui donnent des accès vers des services réseau, alors que le ZTNA, on va plus se focuser sur l'identité et le contexte de l'utilisateur qui va donner des accès vers des applications. Côté mobilité cloud, le VPN, c'est une connexion 1 pour 1, alors qu'avec une technologie Zero Trust, ZTNA, on peut se connecter de n'importe où à n'importe quoi. C'est vraiment un point d'entrée pour X points de sortie. Au niveau de l'emplacement des ressources, au côté VPN, il va falloir mettre, si vous avez des ressources éparpillées sur plusieurs sites, un VPN par site. Côté ZTNA, on est multi-site, multi-VLAN, donc grosse différence côté architecture. Pareil pour l'expérience utilisateur, elle est assez pauvre avec un VPN. Au niveau du Zero Trust, du ZTNA, eh bien les meilleurs, on va accéder à un portail web, on va utiliser des fonctionnalités de SSO pour les utilisateurs. Au niveau des ressources informatiques et évolutivité, eh bien, le VPN, c'est quand même une solution qui est lourde et onéreuse en termes d'exploitation, en ce qui concerne les mises à jour, la maintenabilité en tout cas des clients VPN, alors qu'avec une solution ZTNA, c'est beaucoup plus léger, donc beaucoup moins lourd en termes d'exploitation, c'est plus rentable. Côté sécurité, ce que je disais juste avant, le VPN, il va falloir mettre à jour le client sur les postes de travail. C'est très lourd, c'est une porte d'entrée, c'est une vulnérabilité en tout cas, une porte d'entrée sur le système, sur le système d'information. Et puis on a une traçabilité assez limitée avec le VPN. Sur une technologie de type ZTNA, comme on n'est pas obligé d'installer de client sur le poste de travail, pas de mise à jour et la traçabilité est beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, juste sur la partie architecture, un VPN c'est un composant, ce qu'on appelle une simple barrière, et on va exposer le système d'information sur Internet. Alors qu'une solution de type ZTNA, c'est une double barrière et le système d'information, lui, n'est pas exposé sur Internet. Donc les caractéristiques Zero Trust pour les accès réseau, ils sont multiples. Pour rappel, on parle de ZTNA, je l'ai pas mal cité, Zero Trust Network Access. On dit d'une solution d'accès distant qu'elle est Zero Trust by Design, quand elle propose un contrôle dynamique et continu du poste de travail et de l'utilisateur, en rapport à son contexte et à son comportement, quand elle s'appuie sur une architecture qui garantit qu'aucune application, aucune ressource ne soit exposée sur le réseau, on monte un tunnel chiffré en proposant uniquement des flux sortants, sans ouverture de port, et on évite même l'exposition des ressources web sur le réseau par l'intégration de mécanismes de réécriture d'URL. Quand elle gère également les ports dynamiques, volatiles et aléatoires sur le poste client, ça va rendre la solution invisible, par exemple, aux outils de scan réseau. Et puis également, quand elle offre des technologies d'isolation, on affiche que les images, on ne laisse pas passer, on ne laisse en tout cas passer que le trafic clavier-souris, c'est du déport d'affichage qui va garantir également
une rupture protocolaire et qui limite au maximum les interactions avec le système d'exploitation du poste de l'utilisateur. C'est la meilleure protection contre les logiciels malveillants ou les ransomware par exemple. On va maintenant aborder les fonctionnalités clés de notre offre AirPAM, hein, de l'offre Systentia. On parlait de Cyber Element, qui est notre offre en mode cloud, en mode SaaS, ou Cleanroom, qui est notre solution PAM en mode on-premise. Donc je commence déjà par le périmètre enregistrement et audit. Donc concernant l'enregistrement et l'audit des sessions, on propose des captures de toutes les activités privilégiées hein, dans les journaux d'audit avec la possibilité de générer des rapports à la demande. Donc l'enregistrement des sessions, lui, peut se faire soit au niveau des frappes clavier, des clics souris, on parle de métadonnées, soit au niveau de la vidéo, on filme globalement les sessions des utilisateurs à privilège. Et pour l'analyse forensique, eh bien, on fournit des capacités d'audit complètes et on utilise les journaux d'audit pour une analyse judiciaire détaillée, hein, notamment grâce à des interfaçages avec des outils de type IGA ou encore avec des SIEM adjacents. Pour les fonctionnalités clés qui concernent le périmètre autorisation et moindre privilège, eh bien on propose une gateway, une passerelle d'accès distant pour limiter le contrôle de la visibilité des ressources au seul compte privilégié autorisé. Je vous montrerai une approche de l'architecture du produit après. Là, c'est une approche qui va réduire la surface d'attaque et elle est plus sûre que de fournir un accès aux ressources de l'entreprise au niveau du réseau. Puis elle limite la visibilité aux seuls comptes privilégiés qui sont autorisés à se connecter. Côté autorisation, bien, la solution permet également l'accès aux comptes partagés du coffre-fort. Il y a un coffre-fort dans la solution par le biais de comptes non privilégiés. En fait, les utilisateurs privilégiés, en se connectant à distance à la solution AirPAM, avec leurs informations d'identification standard, c'est-à-dire que l'utilisateur va se connecter avec un compte standard et non privilégié. Hein, leur compte utilisateur n'a aucun privilège. Et une fois qu'ils sont connectés, ou que l'utilisateur est connecté, eh bien, il peut accéder aux ressources critiques via la passerelle, la gateway, avec des comptes partagés que le coffre-fort injecte en mode transparent, s'ils y sont autorisés, bien entendu. Et en ce qui concerne l'accès juste à temps, l'accès just in time, eh bien, on affecte les seuls privilèges nécessaires aux comptes d'accès distant, puis on limite leur accès dans le temps. On réduit la validité, en tout cas de l'autorisation, pour éviter les accès permanents et on s'aligne sur les principes du moindre privilège. Je termine par les fonctionnalités clés sur le périmètre accès et authentification. Donc on fournit un magasin d'identité locale, c'est un annuaire, pour gérer les identités des utilisateurs privilégiés distants. Ces identités sont créées et authentifiées directement par le magasin local de la solution et si besoin, eh bien, les utilisateurs peuvent également être authentifiés via le protocole LDAP à l'aide de l'annuaire Active Directory de l'organisation par exemple ou d'autres types d'annuaires LDAP. On permet également de tirer parti de la fédération d'identité à l'aide du protocole SAML pour prendre en charge les fournisseurs d'identité externes hein, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter ou de gérer de nouveaux comptes dans l'annuaire local de la solution. On propose aussi une gestion de sessions qui permet d'activer des sessions sécurisées à distance de type RDP, SSH, navigateur web, pour que les utilisateurs privilégiés puissent accéder au système cible. Hein. Cette gestion permet également le transfert sécurisé de fichiers entre les systèmes critiques et les utilisateurs privilégiés au travers de diodes réseau par exemple. Elles analysent les menaces potentielles comme le contenu des données sensibles par exemple. Et en complément à la gestion des sessions,
bien on propose aussi un coffre-fort de mots de passe avec une injection transparente des informations d'identification des applications, c'est-à-dire que les utilisateurs à privilège ne connaissent et ne saisissent pas le mot de passe pour accéder au système cible. Les mots de passe restent cloisonnés à l'intérieur, les comptes d'ailleurs, les comptes et les mots de passe restent cloisonnés à l'intérieur du réseau de l'entreprise et surtout, ils restent transparents, hein, invisibles aux yeux des utilisateurs. Ils n'ont aucune connaissance des comptes et des mots de passe d'administration. Et puis, on permet des capacités de multifacteurs, de MFA, hein, intégrées pour proposer une authentification forte, hein, couplée à des mécanismes d'authentification uniques, c'est-à-dire de SSO. Un petit mot sur l'architecture de CyberElement. Alors en mode on-premise déjà, on a deux composants, ce qu'on appelle chez nous le médiation et la gateway. Ce sont des serveurs, ils peuvent être physiques, ils peuvent être virtuels. On a les deux modèles, hein, le mode virtuel étant globalement, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent sur les infrastructures de nos clients. Ces deux composants-là, le premier composant, le médiation, donc le broker de connexion, on va le placer en mode on-premise dans la DMZ de l'entreprise. C'est vraiment le broker d'accès des utilisateurs. Les utilisateurs vont se connecter à ce médiation et au plus proche des ressources, donc directement dans le LAN, où se trouvent les ressources à administrer, on va placer une passerelle et c'est elle qui, en flux sortant, va initier une demande de connexion médiation. Là, on est dans un contexte où on a installé un client sur le poste de l'utilisateur. Donc, on installe un client CyberElement sur le poste et on voit en rouge, par exemple, quand l'utilisateur se connecte, il va monter un tunnel sécurisé TLS, c'est du TLS 1.3, entre lui et le serveur médiation. La passerelle en flux sortant va initier également un tunnel sécurisé entre elle et le médiation. Et l'utilisateur, lorsqu'il va vouloir administrer une ressource, eh bien, va travailler avec le flux natif de la ressource de bout en bout, c'est-à-dire de son poste jusqu'à la ressource. Donc ça, c'est un premier mode où on installe un agent sur le poste de l'utilisateur. La solution va également proposer d'être, va faire ce qu'on appelle du multi-site, du multi-VLAN, du multi-tenant, du multi-annuaire. Donc globalement, si vous avez deux réseaux, ici on a le LAN numéro 1 et le LAN numéro 2, ce sont deux réseaux qui ne discutent pas entre eux, hein. On n'a pas de natage, pas de translation d'adresse, les réseaux sont isolés les uns des autres. Et bien si un utilisateur doit administrer les ressources du réseau 1 ou du réseau 2, mais il suffit de placer une passerelle dans chaque réseau isolé et l'utilisateur pourra accéder aux ressources des deux réseaux d'un seul point d'entrée, donc à partir du bastion. Donc là, on va être dans des contextes d'architecture côté réseau, de la segmentation réseau. On va savoir le faire. On est également multitenant. Donc ça, c'est vraiment une des particularités de l'architecture double barrière, zéro trust de la solution CyberElement. La deuxième slide que je propose ici sur l'architecture, c'est un mode d'accès sans installer de client sur le poste de l'utilisateur. On va faire une connexion à partir du navigateur du poste de travail en mode HTML5. Donc toute l'architecture est exactement la même, le principe est le même, à la différence que du poste jusqu'à l'entrée du médiation au broker, lorsqu'on va se connecter au portail de la solution, portail web de la solution, on va s'y connecter en HTML5 et à la sortie du serveur médiation, on va directement travailler avec le protocole natif de la ressource. Si l'utilisateur administre un serveur Windows, il va se connecter à un RDP. Si c'est un Linux, il va se connecter avec le protocole SSH, etc., etc. L'intérêt de travailler sans agent sur le poste de l'utilisateur, c'est qu'au niveau du serveur de médiation,
on va proposer une rupture protocolaire, donc une sécurité accrue, ce qui veut dire que même si une saleté devait passer, remonter en tout cas à travers le poste vers le médiation, elle ne serait pas répercutée sur le réseau de l'entreprise parce que cassure au niveau du protocole entre le médiation. Donc ça aussi, c'est un gain de sécurité en plus rapport à d'autres solutions, notamment de type VPN. Et puis la solution, je vous le disais en préambule, CyberElement existe également en mode SaaS, c'est un deuxième mode. Et en mode SaaS, bah, tout ce que je vous ai dit avant est vrai. La seule chose, c'est que le médiation, plutôt que se trouver dans la DMZ en on-premise sur le site client où se trouvent les ressources, eh bien, elle se trouve dans le SaaS aujourd'hui et elle est pilotée par Systantia. Donc ici, on a exactement les mêmes fonctionnalités, on déporte juste le serveur médiation dans le SaaS et on propose une solution en mode hybride, puisque la passerelle sera toujours, elle, portée dans le réseau du client et c'est elle qui va toujours initier en flux sortant la connexion vers le serveur médiation. On ne pourra jamais, même en mode SaaS, rentrer directement sur le site client si la passerelle n'a pas initié sa demande de connexion. Donc voilà globalement côté architecture les modes que l'on peut proposer. Je vais faire une petite synthèse des fonctionnalités de la solution pour terminer cette présentation. Au niveau du mode d'accès, donc de l'expérience utilisateur, on peut se connecter à la solution en tout cas au PAM, au Bastion, de plusieurs manières. On a une isolation web, donc c'est-à-dire sans client avec une rupture protocolaire, ce que je vous disais tout à l'heure juste sur la partie architecture. On va se connecter aussi également au portail web avec un agent sur le poste. C'est la première slide de l'architecture qui a été présentée. On a possibilité directement de publier sur le poste, sur le bureau du poste de travail, les icônes des ressources. Ça nécessite l'installation d'un agent. On peut faire ce qu'on appelle de l'accès direct avec des outils natifs. Par exemple, si un administrateur, plutôt que de se connecter au portail du Bastion, a des outils d'administration sur son poste, un Remote NG, un PuTTY, un Royal TS, enfin, des outils d'administration, bien il pourra continuer à les utiliser. On lui fera une petite dérivation au niveau de la syntaxe de la cible vers le Bastion, mais il va continuer à utiliser ses outils locaux, ses propres outils pour administrer et on aura toute la traçabilité du Bastion qui se fera. Et puis, on a également la possibilité d'avoir un tunnel générique sécurisé. On fait ce qu'on appelle de la redirection de port. C'est un tunnel sécurisé de bout en bout. Ça va permettre, dans des contextes industriels, par exemple, ou dans des contextes spécifiques, lorsqu'on a besoin de travailler sur des protocoles qui sont qui ne sont pas les protocoles natifs qu'on retrouve dans des actes d'administration, si c'est pas du RDP, du SSH, du VNC, du web, par exemple, bien, on a possibilité de faire passer par le Bastion, en tout cas de sécuriser les connexions à travers des protocoles autres dans l'industrie et sur du Profinet, du Modbus. Si vous voulez vous connecter à une base de données en SQL directement, eh bien, on a possibilité de le proposer. Donc, globalement, la solution va traiter en règle générale, va pouvoir couvrir l'ensemble de tous les protocoles pour se connecter aux ressources. On va également, côté accès distant, appliquer les caractéristiques Zero Trust de l'infrastructure d'accès, le RPAM, ce que je vous parlais tout à l'heure. On va proposer un tunnel sécurisé de bout en bout avec du chiffrement à la clé, du client en flux sortant sans ouverture de port. On va proposer des ports réseau dynamiques, volatiles, aléatoires. Je l'ai dit, on va faire également de la réécriture d'URL, c'est-à-dire qu'on va avoir une invisibilité des ressources web à l'extérieur. On s'appuie sur ce qu'on appelle du parsing. On va avoir une gestion de l'accès contextuel, c'est-à-dire au moment où le poste de l'utilisateur va se connecter, on est capable de faire un contrôle de conformité, c'est-à-dire d'analyser sur le poste certaines règles pour en tout cas vérifier le contexte de connexion. On peut vérifier l'IP du poste, on peut vérifier si le poste a un certificat, un antivirus, si il a un firewall, le type d'OS. Voilà, on a différentes règles et fonction de la résultante de ces règles,
soit on autorise la connexion, soit on la refuse si on juge, enfin en tout cas si le système juge que le poste de connexion n'est pas dans un environnement suffisamment sécurisé pour se connecter. Et puis, on a le tunnel de connexion à la ressource au moment, juste pour réduire la durée d'utilisation, c'est-à-dire qu'avec l'architecture, on ne monte pas un tunnel continu de bout en bout. Le tunnel est vraiment monté entre le poste et la ressource administrée qu'au moment où l'utilisateur fait son acte d'administration. Quand il a terminé son acte d'administration, on referme ce tunnel, c'est-à-dire qu'on limite la surface d'attaque. Rapport par exemple à un VPN, quand vous montez un tunnel VPN, il est monté en continu et tant que vous ne tuez pas le VPN, le tunnel entre le poste et le système d'information, il est présent. Et puis bien entendu, on va faire du renfort d'authentification du MFA. Concernant les sessions sur la ressource, la gestion des sessions, on va faire du contrôle d'accès aux ressources. On a des pistes d'audit détaillées, enregistrement de sessions, ce que je vous disais, soit sous forme textuelle, c'est-à-dire on n'enregistre que les métadonnées, soit sous forme vidéo, on filme les sessions des utilisateurs, avec des possibilités de recherche avancée dans toutes les sessions, via des filtres et des mots-clés. On peut faire des interventions en temps réel dans les sessions des utilisateurs parce que l'utilisateur n'a pas le droit de taper telle commande, n'a pas le droit de lancer tel exécutable, n'a pas le droit de se connecter à telle URL. Eh bien, le système, dynamiquement, sans que vous ayez rien besoin de faire, peut l'en interdire. Et puis, on a le partage de sessions. On fait du 4 yeux, 4 mains, c'est-à-dire qu'on a possibilité de partager la session d'administration avec une autre personne. On a également deux niveaux d'administration côté ressources. Soit on fait de l'administration protocolaire, RDP, SSH, Web, VNC, ou applicative. On a une option qu'on appelle Desk qui permet de mettre à disposition nativement une machine VDI à partir d'un modèle à disposition de l'administrateur. Et là, c'est vraiment la personne qui fait l'acte d'administration, plutôt que d'administrer de son propre poste physique, de son poste de travail, va faire l'administration à partir de cette machine VDI qui est bien entendu protégée dans un VLAN sécurisé, qui n'a pas accès à Internet, etc., etc. Et puis la solution intègre un coffre-fort qui va permettre d'appliquer des politiques de mots de passe avec ou non de rotation, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer dans ce coffre-fort la longueur, la complexité des mots de passe. On est capable de faire de la rotation sur les mots de passe à des heures spécifiques. Lorsque l'utilisateur se connecte à une ressource, on peut changer son mot de passe ou alors on le change tous les jours, tous les 10 jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc c'est complètement configurable dans le produit. On va faire du SSO, donc ce qu'on appelle l'authentification secondaire. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisateur va se connecter au portail du Bastion avec un compte local, par exemple local au Bastion, un compte qui n'a pas de privilège d'administration sur votre système d'information. Prenons le cas d'un infogéreur qui veut se connecter chez vous pour administrer vos serveurs. Eh bien, il va se connecter avec un compte local qui n'est pas répertorié dans votre Active Directory, par exemple. Il n'a aucun privilège d'administration. Et lorsqu'il va se connecter à un serveur pour l'administrer, c'est directement le coffre-fort de la solution qui va lui injecter le mot de passe. Il va lui faire une élévation de privilège. Il va lui mettre un compte, lui affecter un compte d'administration, enfin en tout cas avec les bons droits, pour que l'utilisateur puisse administrer sa cible, donc son serveur dans le cas présent. Et donc, on fait une élévation de privilège. L'intérêt, c'est que les utilisateurs, vos infogéreurs, même vos administrateurs internes, si vous le souhaitez, n'auront jamais connaissance des comptes et des mots de passe d'administration de votre système d'information. On va faire ce qu'on appelle de la APM, Application to Application Password Manager, c'est de la gestion de crédentiels d'application à application. Globalement, ça veut dire que si vous lancez par exemple des tâches d'administration, des tâches planifiées la nuit, à travers des scripts, des batchs ou des applications quelconques, eh bien, ça va permettre d'empêcher en tout cas d'avoir en clair, dans les scripts, dans les mots de passe, les comptes d'administration en clair avec les mots de passe en clair. Généralement, si vous lancez un script à travers une tâche planifiée ou un batch, eh bien, dans le script, dans le batch, vous avez
toujours le compte et le mot de passe qui sont en clair, hein. Si vous voulez, par exemple, nettoyer une base de données automatiquement la nuit, bah, il faut se connecter à cette base de données avec des comptes avec certains droits. Donc vous avez en clair, généralement, dans les scripts, bien les comptes d'administration et leur mot de passe. L'intérêt de cette fonctionnalité APM, c'est de remplacer ces comptes et ces mots de passe par un alias, et quand le script se déroule et qu'il arrive sur cet alias, il va demander au coffre-fort directement de la solution d'injecter le compte et le mot de passe d'administration pour la connexion à la base de données, si je prends cet exemple de base de données. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous n'avez plus du tout en clair dans les comptes et les mots de passe d'administration dans les applications ou dans les mots de passe. Et puis, pour terminer, le système intègre ce qu'on appelle un PRA, un bris de glace, qui s'appuie sur le SaaS. Globalement, la solution, bien entendu, existe en mode haute disponibilité, hein. Vous l'avez en achat, hein. On peut faire du PRA, du PCA avec la solution. On sait clusteriser nos composants. Mais imaginons que même clusteriser un coffre-fort répliqué soit corrompu et vienne à corrompre les données d'un autre coffre-fort. Vous n'avez plus d'informations de vos comptes d'administration directement sur vos solutions on-premise. Eh bien, on a possibilité via, c'est une option, hein, en mode SaaS, qu'on appelle le PRA bris de glace, bah, de vous mettre à disposition un coffre-fort dans lequel on restaure l'ensemble des données des coffres-forts locaux, et à partir de là, bah, vous avez la possibilité de restaurer l'ensemble de votre infrastructure, donc de retrouver tous les comptes d'administration qui ne seront pas vérolés, et pouvoir remontrer votre infrastructure en local si besoin.